Célébration ce jour de la Journée mondiale de l'architecture, le monde est appelé cette année à la rénovation des bâtiments et aux nouvelles pratiques de l'architecture. Et puis réhabilitation de l'émission Le Bachelor et la chaîne Canal Pop, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se dit indigné de cette décision du Conseil d'État. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Les combats entre les belligérants dans l'est de la République démocratique du Congo ont connu une réduction d'intensité. C'est ce qu'a fait savoir la chef de la MONUSCO aux membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Bintou Keïta a surtout salué la facilitation angolaise qui est à la base de la diminution des combats. On en parle avec Patrick Isobongue-Sebokuma. La représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a pris la parole lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en début de cette semaine. Bintou Keïta a dans son exposé fait remarquer que depuis la dernière réunion tenue à Luanda entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, facilitée par l'Angola, une réduction des combats est constatée sur le terrain. Et là, à cet effet, souligner que cette facilitation est une vraie opportunité de calmer la tension. Depuis le 30 juillet et l'annonce d'un cessez-le-feu entre les parties par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda lors d'une rencontre facilitée par l'Angola, s'observe une réduction considérable des combats entre belligérants. La médiation engagée par l'Angola reste la meilleure opportunité de réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Concernant la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta a relevé le fait qu'actuellement, la force de la MONUSCO intervient plus promptement sur le terrain. Militairement également, la MONUSCO continue de protéger les civils. En Ituri, les casques bleus sont plus agiles et plus robustes dans leurs interventions. Grâce à la création d'un centre de coordination et d'opérations conjointes avec les FARDC à Bunia, le temps de réaction à une alerte est passé dans la plupart des cas à moins de 15 minutes. Le 30 juin dernier, nous avons mis fin à nos activités au Sud Kivu. Suite au départ de la MONUSCO, les Nations Unies soutiennent la mise en place de mécanismes de protection non armés des civils. Pour ce qui est de la prochaine étape du désengagement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta a souligné que sa structure et le gouvernement congolais sont à l'œuvre pour définir les modalités de mise en œuvre. Et on parle agression de la RDC par le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale appelle à l'unité et à la solidarité africaine pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Vital Kamerhe a fait cet appel le mardi à l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire où il a été invité par son homologue. Vital Kamerhe a dénoncé le drame humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Rachel Maviti dit reportage. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions
d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Autre titre, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo et son homologue de la République du Congo ont validé la feuille de route pour la poursuite des travaux de démarcation de la frontière terrestre. Maître Jacquemin Chabani et Zéphirin Mboulou l'ont fait à l'occasion de la clôture de la 9e session de la commission mixte en matière des frontières entre les deux pays. Nico Kassanda, reportage. La RDC et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Ndandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimbalimba et Bondo, respectivement pour la République démocratique du Congo et la République du Congo. Clôturant ces travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a apprécié à sa juste valeur la qualité du travail réalisé par les experts. Les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Car il est à souligner que la commission technique mixte en matière des frontières entre nos deux pays doit désormais vivre l'ère de la mise en œuvre de sa feuille de route, arrêtée en vue de la poursuite du programme des travaux de démarcation à partir du mois de novembre 2024. Pour le patron de la territoriale de la République du Congo, le travail réalisé témoigne de la bonne volonté pour les deux pays de progresser ensemble. Ce rapport témoigne à juste titre du savoir-faire acquis en matière de démarcation de notre frontière terrestre. À l'issue de ces travaux, Maître Jacquemin Chabani et Zéphirin Mboulou ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. Et bouclant son séjour en Hongrie, le président Félix-Antoine Tshisekedi a visité l'usine continentale spécialisée dans la fabrication des composantes électroniques pour l'industrie automobile. Bien après, le président de la RDC a échangé avec une délégation d'hommes d'affaires hongrois. Suivez. Au dernier jour de sa visite d'État en Hongrie, le président Tshisekedi a visité l'usine continentale automotive Hungary Kft, une entreprise qui fabrique des composants électroniques pour l'industrie automobile. En Hongrie, Continental Automotive Hungary Kft compte 7 usines, un centre de négoce des pneus, un centre logistique et un centre d'intelligence artificielle. Cette firme emploie environ 8000 personnes, y compris la main-d'œuvre salariée. Avec son immense réserve en cobalt, la République démocratique du Congo ambitionne de conquérir le monde technologique et plus particulièrement d'entrer dans la chaîne de valeur de l'industrie de fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Signalons qu'après la visite de l'usine continentale et avant de quitter Hongrie, le président Tshisekedi a rencontré à Budapest les Congolais vivant en Hongrie. Avant cette rencontre, Tshisekedi a reçu une délégation d'hommes d'affaires hongrois et le représentant d'une importante banque d'affaires. Les deux protagonistes ont ensemble échangé sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Rappelons que en Hongrie, le président Tshisekedi y est depuis le dimanche soir pour une visite d'État. Et puis le chef de l'État rejette l'idée d'un dialogue politique entre Congolais dans le contexte actuel. Félix-Antoine Tshisekedi affirme que le pays n'est pas en crise politique pour tenir le dialogue. Le président de la République s'est ainsi exprimé devant les Congolais de la diaspora à Hongrie. Je vous laisse donc suivre ses propos. N'est
Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Et puis cette note, le cobalt congolais inclus dans la liste de biens produits par le travail des enfants par les États-Unis d'Amérique. Cette inclusion a été dénoncée par le gouvernement congolais à travers un communiqué pour la RDC. Cette décision ne tient pas compte des efforts réalisés dans la régulation de l'exploitation minière artisanale pour l'État. Ainsi, le gouvernement congolais appelle donc tous ses partenaires à reconnaître les avancées enregistrées dans ce domaine. Par ce communiqué, le gouvernement de la République fait la mise au point que voici. Cette décision ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière artisanale par l'État. Ce communiqué se poursuit en relevant qu'elle tend à remettre en cause l'efficacité des dispositifs internationaux de contrôle, de conformité et de diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement reconnue en matière des droits humains, de travail et de sécurité auxquels les industriels sont soumis avec rigueur par des structures internationales indépendantes travaillant directement avec des multinationales occidentales pour tenir compte des utilisateurs finaux. Le gouvernement congolais fait remarquer qu'au sujet du travail des enfants et du travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle dont illégale, l'entreprise générale du cobalt créée en 2019 s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers des mesures rigoureusement éthiques, responsables et transparentes dans l'exploitation du cobalt conformément aux lois congolaises et aux normes internationales en la matière. Quant à l'exploitation industrielle, le gouvernement congolais rappelle que les entreprises minières locales et internationales qui opèrent en RDC le font dans le respect des lois nationales, des accords et principes internationaux ainsi que de cadres de gouvernance et de transparence rigoureux. Le gouvernement fait savoir que plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour assurer l'exploitation des minerais en RDC. Le gouvernement appelle ainsi les partenaires internationaux de la RDC, y compris les États-Unis d'Amérique, à reconnaître ces avancées et à intensifier leur soutien technique et financier pour renforcer les mécanismes de traçabilité du cobalt afin de garantir un approvisionnement éthique et conforme aux normes internationales. Enfin, le gouvernement de la République reste ouvert à toute initiative constructive visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer la protection des droits humains dans ce secteur minier afin de contribuer à un développement inclusif et durable du pays. Et puis le ministre des Finances s'engage à payer les arriérés et émoluments des anciens députés provinciaux. C'est ce qui ressort de la rencontre Doudou Famba et une délégation des élus provinciaux. C'était donc le mardi 1er octobre. Regardez. Ce groupe représentait 780 anciens députés provinciaux. Ils sont allés informer le ministre des Finances de non-paiement de leur indemnité de sortie et de leur arriéré de salaire. S'agissant des arriérés de salaire, il a été relevé que 17 mois durant, ces députés n'ont pas touché leur salaire, nous dit Socrate. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances et avec 3 points essentiels. Le premier point,
c'est celui du paiement des non-indemnités de sortie. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable tandis aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo Central, ainsi de suite. Ce député provincial a souligné que dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite un réaménagement. À l'en croire, le ministre des Finances a promis de s'impliquer pour résoudre ce problème. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son application et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Il faut dire que ce dernier jour, au ministère des Finances, des manifestations se multiplient pour revendiquer salaires et indemnités de sortie. Et je l'avais dit au sommaire, nouvelle vie de bâtiments et nouvelles pratiques de l'architecture, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la journée mondiale de l'architecture, célébrée le 2 octobre de chaque année. Cette journée vise à attirer l'attention des professionnels et du public sur les problématiques de développement concernant nos villes et l'habitat humain en général. Ida Maloba nous en dit plus. La Journée mondiale de l'architecture est bien plus qu'une simple célébration. Elle est une invitation à réfléchir sur le rôle et l'impact de l'architecture dans notre société et à envisager un avenir où l'innovation et la durabilité seront les piliers de la création architecturale. En rassemblant les professionnels de l'architecture et le grand public autour de ces enjeux cruciaux, la journée contribue à façonner le visage de l'architecture de demain tout en célébrant l'héritage inestimable des bâtisseurs du passé. Cette journée se propose également de dévoiler les richesses de l'architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l'histoire du bâti qui nous entoure, d'éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l'apport culturel, scientifique, technique et social de l'architecture. Avec les constructions anarchiques qui sont constatées un peu partout à travers la ville de Kinshasa, il y a lieu d'insinuer que la ville est confrontée à un problème de structuration dans le domaine de l'architecture. Cette journée devrait donc attirer l'attention des autorités compétentes qui se doivent de développer des mécanismes nécessaires en vue de hiérarchiser et valoriser le secteur de l'architecture qui continue à souffrir. Et puis, on parle médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est indigné de la décision du Conseil d'État portant réhabilitation de l'émission Le Bachelor et la chaîne Canal Pop. Dans cet élément, les propos du rapporteur adjoint du CESAC, Serge Djibou. Nous sommes désolés que le Conseil d'État ait fait une lecture verticale de la loi organique qui fonde le CESAC, et ce en ses articles 60, 61 et 62. Ces articles énoncent que la procédure devant le CESAC commence par une mise en demeure de 7 jours francs adressée aux contrevenants. C'est totalement vrai, je n'en disconviens pas. Mais je dois relever ici que cette donne concerne une procédure ordinaire, parce que dans la même loi et dans d'autres textes réglementaires comme le règlement intérieur, on évoque aussi des situations qui ne répondent pas à la procédure ordinaire en raison de caractère flagrant des faits. L'article 63, pour ne citer que ça, de la loi organique, dicte qu'en cas de flagrance, le bureau du CESAC prend des mesures conservatoires parce qu'il faut répondre à la nécessité dictée par l'impératif d'ordre public. Donc, des mesures conservatoires ne sont pas dictées par la procédure ordinaire. C'est une procédure de flagrance. Et c'est cette dernière procédure qui se trouve être le fondement de la décision prise par le bureau du CESAC
comme mesure conservatoire s'agissant de la suspension de l'émission de Bachelor et de la chaîne Canal Pop. Nous prenons les choses à leur juste valeur, à leur juste mesure. Le législateur nous a donné mission de protéger la jeunesse contre tout contenu médiatique qui déprave les mœurs. Et nous estimons donc faire œuvre utile et légale, loin des versets sataniques. Et puis l'Union nationale de la presse du Congo suspend la délivrance des cartes de presse et de laissez-passer jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des résolutions publiées dans un communiqué le mardi 1er octobre. Regardez. Le comité directeur de l'UNPC, après avoir procédé à la remise-reprise avec l'équipe sortante, a fait un tour d'horizon rapide de la situation actuelle de l'Union. Il procédera incessamment à un état de lieu global et tiendra informer journalistes et autres sociétaires en temps voulu. En attendant, dans l'urgence et dans l'esprit de la renaissance voulue par le 10e congrès, l'UNPC annonce ce qui suit. 1. La délivrance de la carte de presse reste suspendue. De même qu'est suspendue dès ce jour la délivrance des attestations tenant lieu de carte de presse aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. 2. Dès la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'Union. Ce qui signifie que tous les usurpateurs de la qualité journaliste vivent leurs derniers instants dans une profession qui n'est pas la leur. 3. Tous les laissez-passer presse sont gelés et les autorités compétentes seront informées des nouvelles conditions et des formats de ce coup-fil. Les journalistes sont invités à protéger par leur comportement éthique leur profession envahie par les aventuriers de tous bords. Fait à Kinshasa le 1er octobre 2024, Kamanda Wakamanda, président. On va prendre cette note en religion. L'église du Réveil du Congo organise une grande activité le samedi 12 octobre au Palais du Peuple dénommé Sommet de l'Unité. En prévision de cette activité, le président de cette structure, l'archevêque Évariste Ejiba Mapia, a animé une conférence de presse ce mercredi 2 octobre 2024 dans la salle Grâce sur Grâce de l'église de Mangembo. L'homme de Dieu a invité tous les serviteurs de Dieu de prendre part à cette activité. Regardez. Je m'étais dit que ma mission se résumait à 2 objectifs. 1. L'unité de l'Église et l'unité des serviteurs de Dieu. Donc c'est ma première mission. Partant de là, ça va aller ensemble avec le 2e objectif de cette mission. Faire en sorte que l'Église de Réveil puisse être un partenaire crédible aux yeux des autorités ou aux yeux de l'État et même aux yeux du peuple congolais. C'est à ce titre que je dis que par le sommet de l'unité, nous voyons tous les mouvements de réveil. C'est pourquoi nous ne parlons pas de l'unité administrative où on peut savoir qui est membre de l'RSC et qui ne l'est pas. Notre vision, c'est la communion fraternelle de tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique et de toutes les plateformes de réveil. Ainsi, mon appel est que chacun de nous sente que le sommet de l'unité, c'est l'affaire de nous tous. L'unité peut se définir de plusieurs manières. Il y a l'unité de couple, l'unité des familles, l'unité des nations, l'unité des individus et l'unité des organisations. Dans notre cadre, il s'agit de l'unité des individus et des organisations, parce que les individus sont des enfants de Dieu et les organisations que chacun de nous dirige, c'est juste pour savoir est-ce un ministère, est-ce une dénomination ou est-ce une plateforme. Et parce que nous parlons au nom d'un seul qui est Jésus-Christ, le roi des rois, il s'avère important que nous nous efforcions de marcher selon la pensée. Et on va parler sport à présent. Les Léopards de la RDC se sont qualifiés pour la phase finale de la CAN U20 prévue au Maroc. Cela après leur victoire sur les Lionceaux du Cameroun le mardi 1er octobre 2024 au stade Alphonse Massamba Déba. 4 tirs au but à 3 après le match nul d'un but partout, le réalisé au temps réglementaire. En Somogalo. Nous a marqué.
Le défi était clair avec une mission double pour le jeune Léopard, celui de remporter cette confrontation et assurer la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20. Et les Congolais l'ont fait. Aucune équipe ne voulait perdre cette rencontre d'une forte intensité. Premier à ouvrir les scores, Tony Talassi de la République démocratique du Congo à la 9e minute d'une frappe puissante. Les jeunes Congolais vont voir leur coéquipier Dieu Kalonji écoper d'un carton rouge à la 31e minute avant de se faire rejoindre au score sur penalty. Ce duel entre ces deux nations sera enfin réglé lors de la fameuse séance de tir au but. Guy Bukassa et ses joueurs ont remporté la partie et ont été efficaces. Deux Camerounais ont manqué leur tentative. L'une est allée hors cadre et l'autre bien captée par le portier congolais Yohan Bompaka. En remportant cette victoire, les Léopardos se qualifient pour la phase finale de ce tournoi et en même temps obtiennent leur billet pour la CAN de la catégorie. De l'autre côté, le Congo-Brazza avait eu raison sur la République centrafricaine en le battant 2-1. La République démocratique du Congo disputera la finale face aux voisins du Congo-Brazza le jeudi 3 octobre 2024 au stade Alfonso Massamba Deba de Brazzaville. 11 ans après, les Léopards U20 vont faire leur retour à la CAN de moins de 20 ans. Candidat buteur représenté, dégagement de En dehors de nos frontières, Israël a renforcé ce mercredi sa présence militaire au Liban. Après l'attaque de l'Iran, l'armée israélienne a annoncé que des blindés et des unités d'infanterie rejoignent donc son opération terrestre au Liban, ce pour accentuer la pression sur Hezbollah alors qu'Israël a menacé de répondre à la dernière attaque de missiles de l'Iran. Ida Maloba. L'incursion terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban marque une nouvelle étape dans le conflit au Moyen-Orient. De nombreuses explosions et une fumée ont été visibles à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise, a été frappée par des missiles de l'armée israélienne qui déclarent viser des emplacements des Hezbollah. Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région. S'exprimant sur la situation, le ministre israélien a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur, promettant une riposte imminente. L'Iran, pour sa part, dit être prêt à répéter l'opération avec une intensité renforcée. Les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Ces dernières semaines, Israël a multiplié les attaques contre les dirigeants du Hezbollah au Liban. Les frappes israéliennes ont tué plus de 1000 personnes, selon le ministre de la Santé. On va prendre le rappel de grands titres. Célébration ce jour de la Journée mondiale de l'architecture. Le monde est appelé cette année à la rénovation des bâtiments et aux nouvelles pratiques de l'architecture. Et puis réhabilitation de l'émission Le Bachelor et la chaîne Canal Pop, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication se dit indigné de cette décision du Conseil d'État. Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Regardez demain à 13h juste le bulletin avec à la présentation Bénédicte Kokemonumbi. Je vous reviendrai à 19h30 avec le même plaisir. Restez nos fidèles. Au revoir.